Imaginez que des pans entiers de l'histoire, tenus secrets pendant des décennies, se mettent soudain à émerger avec des preuves concrètes. Des révélations qui non seulement comblent des lacunes du passé, mais obligent le monde à reconsidérer tout ce qu'il croyait savoir. C'est exactement ce qui s'est produit avec la découverte d'un bunker nazi caché en Argentine et d'un réseau complexe de tunnels souterrains connu sous le nom de Holgangsanlagen. L'ampleur de la révélation a été si bouleversante qu'elle a laissé les experts comme les curieux sous le choc. Et la première découverte est tout simplement incroyable. Prenons l'exemple d'un pistolet Luger allemand. Ce n'est pas une arme ordinaire. Ce type d'arme n'était pas destiné aux simples soldats, mais réservé aux officiers ou aux troupes d'élite. Cela nous apprend quelque chose de crucial. Les hommes qui l'utilisaient savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors restez connectés pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis. Numéro 11, bunker secret nazi en Argentine. En mai 2008, une fouille discrète dans le sable de la côte ouest du Danemark, près de Hovig, s'est transformée en un rêve pour un passionné d'histoire. Deux garçons alertes de 9 ans ont trouvé un seau dépassant des dunes, menant à une découverte qui rendrait n'importe quel archéologue vert de jalousie. 4 bunkers nazis, de la Seconde Guerre mondiale, enfouis sous le sable pendant 60 ans, un véritable spectacle. Tommy Casso, électricien et passionné d'histoire à temps partiel, n'en croyait pas ses yeux. Décrivant ses premiers pas à l'intérieur, il a dit avoir eu l'impression de pénétrer au cœur d'une pyramide, avec des momies partout. Et quel trésor! Ces bunkers étaient de véritables capsules temporelles, avec des lits, des chaises et tout le confort quotidien d'un soldat, comme des chaussettes et des sous-vêtements. Car même les soldats n'échappent pas au jour de la lessive. Ils ont trouvé de tout, des canettes rouillées et des flacons de médicaments, Burke, des traitements au gaz moutarde, des bouteilles de soda et des livres. Imaginez trouver des timbres à l'effigie d'Hitler qui traînent, sans parler des clés et des marteaux qui auraient pu être utilisés par un certain Hans, déjà enterré. Jens Andersen, conservateur du musée Hans Tolm, spécialisé dans les fortifications nazies, a été stupéfait par cette découverte. Parmi les quelques 7000 bunkers construits par les nazis le long de la côte ouest du Danemark, en trouver un seul entièrement meublé? C'est une première en Europe, ce qui fait de cette découverte un aperçu unique du passé. La nouvelle a attiré des foules de milliers de personnes venues du Danemark et d'Allemagne. Des visites guidées emmenaient les curieux à l'intérieur de ces bunkers exigus de 20 mètres carrés qui abritaient autrefois 9 soldats et un commandant. Et le sujet de discussion? La question était de savoir si ces artefacts de guerre devaient être préservés comme sites historiques ou mis au rebut. Mogens Koch Hansen, un habitant du quartier, refusait d'envisager de les conserver, horrifié à l'idée de les transformer en attractions touristiques. D'un autre côté, Hall Baker estimait qu'il était essentiel de les préserver, comparant cette découverte à la tombe de Toutankhamon. Au centre de conservation du musée d'Ilgad, le conservateur Gert Nebrich s'émerveillait de la qualité de la conservation des objets. Il s'avère que le froid et l'obscurité des bunkers agissaient comme un immense vide, emprisonnant l'histoire soigneusement, attendant simplement d'être redécouverte. Numéro 10. La Tanière du Loup, Pologne. On pourrait croire qu'un lieu appelé La Tanière du Loup sort tout droit d'un sombre conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Pourtant, il regorge d'histoires sombres et de mystères. Cachée au cœur des forêts de Mazurie, près du village de Giervos, dans l'actuelle Pologne, cette caserne militaire secrète était le quartier général d'Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit en 1941 pour l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, le site fut choisi pour son emplacement quasi indétectable. Après 1945, la guerre prit fin et la Tanière du Loup fut abandonnée, livrée à elle-même face aux éléments. Pendant longtemps, l'histoire sembla vouloir oublier ce lieu, jusqu'à ce que le gouvernement polonais décide de déminer plus de 54 000 mines terrestres restées dans la zone. Parlons d'un travail dangereux. Ce n'est qu'au début des années 1990, après la fin du communisme en Pologne, que l'on a vraiment commencé à déterrer les couches de cet oignon historique. Historiens et archéologues ont endossé leur casquette d'Indiana Jones et ont bravé les ruines envahies par la végétation pour cartographier des bunkers, des casernes et peut-être même quelques cachettes secrètes. L'intrigue se corse en 2024 lorsque la fondation Lightbrow de Gdansk exhume un objet terrifiant. Il ne s'agit pas d'un trésor, mais de 5 squelettes humains sous les anciens quartiers d'Hermann Göring, un haut dignitaire nazi. Le groupe comprend 3 adultes,
un adolescent et, chose déchirante, un bébé. Et voilà le problème. Pas de mains, pas de pieds, pas de vêtements, pas d'effets personnels. Juste d'étranges pierres en forme d'éclairs à côté de chaque corps. Des fossiles de créatures ressemblant à des calmars, appelés Belumnoad. Les procureurs polonais se sont creusé la tête pour déterminer si un crime avait été commis il y a longtemps. Mais les squelettes étaient tellement détériorés que même Sherlock Holmes n'aurait pas eu les matériaux nécessaires pour travailler. L'affaire fut classée en mars 2024, avec plus de questions que de réponses. Aujourd'hui, la tanière du loup attire les curieux et les courageux, avec près de 300 000 visiteurs par an, selon les données de 2019. Le district forestier de Srokowo modernise même le site, avec de nouveaux hébergements et des expositions historiques. Numéro 9. Auschwitz. Le 27 janvier 1945, à 15 h, des soldats de la 326e division de fusiliers de l'armée rouge soviétique avançaient dans la neige. Ils faisaient partie de la 60e armée soviétique, en pleine offensive de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient loin de se douter qu'ils allèrent découvrir Auschwitz, un nom qui résonnerait d'horreur pendant des générations. En entrant, la scène était indescriptible. Quelques 7000 prisonniers, ombre d'eux-mêmes, s'accrochant à peine à la vie. Il s'agissait principalement d'adultes d'âge moyen et d'enfants qui n'étaient même pas en âge de conduire, si cela vous aide à imaginer. L'inventaire macabre qu'ils découvrirent ensuite était effrayant. 600 corps sans vie exposés, 370 000 costumes d'hommes, 837 000 vêtements de femmes et 7 tonnes de cheveux humains. On aurait dit un cauchemar tout droit sorti d'un centre commercial macabre. Mais non, c'était bien réel. Remontons un peu le temps. Avant l'arrivée des Soviétiques, les nazis avaient forcé quelques 60 000 prisonniers à marcher vers la mort. Imaginez marcher pendant des heures, voire des jours, dans un froid glacial, affamé, avec le risque d'être abattu si vous ne parveniez pas à suivre le rythme. Brutal est un euphémisme. Le choc sur les visages des soldats en disait long. Même le général Vassili Petrenko, un vétéran endurci par les horreurs de la guerre, était stupéfait. Il déclara que la haine des nazis envers ses prisonniers, squelettiques, à peine humains, dépassait tout ce qu'il avait pu observer. Mais au milieu de l'horreur, une lueur d'humanité a brillé. Les soldats ont uni leurs forces à celles de la Croix-Rouge polonaise pour distribuer de la nourriture et des soins médicaux. Les hôpitaux de l'armée rouge ont accueilli quelques 4500 survivants, une lueur d'espoir au milieu du chaos. Numéro 8. Batterie de Maisy, France. En 2004, l'historien militaire britannique Gary Stern a fait une découverte incroyable grâce à une vieille carte qu'il avait trouvée. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle carte, mais d'une carte militaire de la Seconde Guerre mondiale, qui désignait une zone proche de Grand Camp Maisy, en Normandie, comme une zone de haute résistance. Et comme tout bon historien, Stern était intrigué. En visitant le site, il fit une découverte qui faisait rêver tout passionné d'histoire. Cachée sous une végétation dense se trouvait la batterie Maisy, un important complexe d'artillerie allemand datant de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas d'un ou deux vieux canons. Il s'agissait d'imposantes structures en béton qui dormaient sous un manteau vert depuis plus de 60 ans. Déterminé à creuser plus profondément, littéralement, Stern acheta le terrain et se retroussa les manches pour une fouille monumentale. L'équipe a mis au jour un vaste réseau de bunkers, d'emplacements de canons et plus de 2 km de tranchées. Elle a également découvert un hôpital souterrain, équipé de fournitures et d'équipements médicaux. Un véritable exploit historique. Ces découvertes n'étaient pas de simples reliques. Elles ont fourni de précieuses informations sur les opérations quotidiennes et l'importance stratégique de la batterie. Il s'est avéré que la batterie de Maisy a joué un rôle crucial lors du débarquement du 6 juin 1944. Pourtant, son emplacement exact est resté dans l'oubli après la guerre, jusqu'à la découverte étonnante de Stern. En juin 2006, la batterie de Maisy a ouvert ses portes au public après une importante restauration. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent parcourir de vastes tranchées et explorer des bunkers qui regorgeaient autrefois de stratégies et de secrets de guerre. C'est une expérience tangible qui relie le présent aux moments cruciaux de la Seconde Guerre mondiale. Et dire que tous ces secrets étaient là, prêts à être racontés à quiconque voulait les écouter. Numéro 7. Gigantesque bunker sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Au milieu des années 1980, Hambourg, en Allemagne, a mis en lumière
Un épisode inattendu de l'histoire lorsque 3 sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale, l'U-2 Womwille 5, l'U-3004 et l'U-3505, ont été découverts sous un parking apparemment ordinaire. Ces sous-marins n'étaient pas simplement garés, là pour une fuite éclair. Ils étaient enfouis sous les décombres du bunker Elbe 2, une immense forteresse conçue pour protéger la redoutable flotte de sous-marins allemands des attaques aériennes incessantes des Alliés pendant la guerre. Et qu'en est-il du bunker Elbe 2? Niché au bord de l'Elbe, ce mastodonte était conçu comme un refuge pour les sous-marins, où ces machines mortelles pouvaient être construites et protégées des regards indiscrets et des bombes persistantes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le bunker devint une cachette prisée des sous-marins tentant d'échapper aux attaques aériennes de plus en plus fréquentes. Cependant, son rôle de refuge fut de courte durée. Le 8 avril 1945, un raid aérien de grande ampleur provoqua l'effondrement d'une partie importante du toit du bunker. Ce contretemps transforma le bunker en un véritable tombeau de béton pour les sous-marins piégés à l'intérieur. Après la guerre, les autorités considérèrent le démantèlement de la structure comme trop risqué et trop compliqué. La solution? Remblayer le site de gravier et de béton, le transformer en parking et laisser l'histoire se confiner. Dans les années 1980, des chercheurs dévoués comme Jack P. Mollman-Schowell, Wolfgang Hirschfeld et Walter Klutz ont épluché les archives et suivi les indices de ce chapitre oublié de l'histoire navale. Leur dévouement a permis de remonter le temps, révélant ces sous-marins cachés et offrant un aperçu des mesures extrêmes prises pendant la guerre pour protéger ces biens précieux. Numéro 6. La coupole. Laissez-moi vous emmener rapidement dans le nord de la France, où se cache un lieu à la fois terrifiant et fascinant, la coupole. Ce bunker souterrain n'était pas un entrepôt ordinaire. Construit par l'Allemagne nazie entre octobre 1943 et juillet 1944, il était conçu pour lancer des fusées V2, des missiles géants destinés à frapper Londres. Les Allemands n'ont pas choisi Saint-Omer pour leur méga-projet par hasard. L'emplacement était idéal. À proximité de la Manche et idéalement situé le long des voies ferrées, il garantissait un approvisionnement continu en fusées et en ravitaillement. Pourtant, malgré sa façade imposante et son emplacement stratégique, la coupole n'a jamais été mise en service. Les bombardements alliés incessants et les avancées après le jour J ont empêché tout lancement. En temps de paix, que faire d'un immense dôme de béton qui occupe tout l'espace? Le transformer en musée, bien sûr. À partir des années 1980, les travaux de transformation de ce vestige de guerre en centre de connaissances ont débuté. Inaugurée officiellement en 1997, la coupole propose aujourd'hui des expositions sur l'occupation allemande, les détails techniques des fusées et le contexte plus large de la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas tout. En 2012, un planétarium 3D a été ajouté pour permettre aux visiteurs de décrocher les étoiles, alliant technologie historique des fusées et exploration spatiale moderne. Une touche unique qui allie passé et futur, le tout sous un immense dôme de béton de 76 mètres de diamètre et 5,5 mètres d'épaisseur. Alors, lors de votre prochain séjour en France, pourquoi ne pas visiter la coupole? Une leçon d'histoire, teintée d'aventures interstellaires. Numéro 5, le blockhaus d'Eperlech. Situé près de Saint-Omer, dans le nord de la France, ce colosse de l'ambition nazie pendant la Seconde Guerre mondiale aurait pu marquer l'histoire de façon sombre. Construit entre mars et septembre 1943 par l'Allemagne nazie, ce mastodonte portait le nom de code Kraftwerk Nord-Ouest, ou Centrale électrique du Nord-Ouest, si vous préférez une traduction moins inquiétante. Mais ce n'était pas un bunker ordinaire. Conçu comme un centre commercial de missiles, il préparait plus de 100 roquettes V2 pour des attaques quotidiennes sur Londres. Jusqu'à 36 tirs par jour étaient prévus. Stratégiquement situé à environ 200 km de Londres, il était suffisamment éloigné pour échapper aux canons navals et bien protégé par une chaîne de collines au nord. Pourquoi cet endroit? Situé au cœur d'un réseau de lignes ferroviaires, majeur, de la rivière Eyat canalisée, d'autoroutes essentielles et de réseaux électriques actifs, il constituait un véritable point stratégique. Et les matériaux? Pas moins de 200 000 tonnes de béton et 20 000 tonnes d'acier ont été utilisées pour cette structure colossale. La construction fut un exploit titanesque. L'organisation de TOT supervisa quelques 6 000 ouvriers, dont des travailleurs forcés, venus de pays occupés, qui enduraient des journées de travail brutales de 12 heures.
Le projet était grandiose. Une gare ferroviaire à l'épreuve des bombes pour transporter des missiles directement depuis l'Allemagne, ainsi qu'une usine de production d'oxygène liquide. Mais un retournement de situation inattendu se produit. En mai 1943, le réseau de résistance français Zéro France découvre le projet et transmet l'information à l'armée de l'air britannique. Grâce à ces informations, la RAF lança l'opération Crossbow, bombardant le site d'août 1943 à août 1944. Les attaques incessantes causèrent de graves dommages, empêchant cette usine de la mort d'atteindre sa pleine capacité, même si elle parvint à produire de l'oxygène liquide. Même après la fin de son utilisation militaire, la véritable fonction du blockhouse demeura un mystère jusqu'à la libération de la zone. Lorsque les Alliés inspectèrent le site en septembre 1944, des experts militaires et scientifiques l'examinèrent en détail. Les projets de réaffectation ne se concrétisèrent jamais, entraînant son abandon. Par un heureux hasard, ce site autrefois redouté devint un musée ouvert au public en 1973. Classé monument historique par l'État français en 1986, il témoigne aujourd'hui avec force de l'ingénierie de la guerre et de la capacité du désespoir à innover. Qui aurait cru qu'un lieu conçu pour des actes aussi sombres finirait par éclairer les générations futures? Numéro 4. Camp de concentration de Mittelbau-Dora. L'histoire ne se résume pas à de grandes victoires ou défaites. Elle est aussi faite de moments à couper le souffle et qui nous font prendre conscience de la complexité de l'humanité. Prenons l'exemple du 11 avril 1945. Lorsque la 3e division blindée et la 104e division d'infanterie de l'armée américaine traversèrent le centre de l'Allemagne. À l'approche de Nordhausen, ils allèrent découvrir quelque chose de bien plus important qu'une cible militaire ordinaire. Les services de renseignement avaient déjà signalé la présence d'un important site nazi à proximité, mais rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Le camp de concentration de Mittelbau-Dora. Ce n'était pas un simple camp. C'était un centre de production de fusées V2, celle-là même qui avait dévasté Londres. Mais on n'y fabriquait pas que des fusées. La souffrance humaine était produite à une échelle industrielle. Lorsque les troupes entrèrent dans le camp, elles découvrirent une scène horrible. Environ 250 prisonniers, émaciés et à l'article de la mort, avaient été abandonnés par les gardes SS en fuite. Ces survivants, rongés par la maladie, la famine et le travail forcé, offrait un portrait saisissant d'une cruauté extrême. Les soldats ont immédiatement délaissé le combat pour se consacrer au sauvetage, organisant une évacuation massive afin de prodiguer des soins médicaux d'urgence. Entendre parler des atrocités de la guerre est une chose. Les voir de ses propres yeux change tout. Établi fin 1943 comme camp annexe de Buchenwald, Mittelbau-Dora était un véritable enfer. Les prisonniers étaient contraints de travailler jusqu'à 14 heures par jour, à la fabrication de fusées V2 dans des usines souterraines où les conditions de vie étaient inhumaines. L'alimentation y était quasi inexistante. Soins médicaux? Quasiment inexistants. Et le bilan des morts? Un nombre effarant de 20 000, sur un total d'environ 60 000 prisonniers ayant franchi ses portes. La libération de ce camp par les forces américaines a non seulement révélé l'utilisation brutale du travail forcé par les nazis, mais a également joué un rôle clé dans la documentation de ces crimes de guerre. Numéro 3. Tunnels Hohenzollernage à Jersey. Les ingénieurs ont construit tout un réseau de tunnels souterrains appelés Hohlgangsanlagen, ce qui signifie installation de passage souterrain. Un nom compliqué, non? Mais ces tunnels n'étaient pas destinés à des évasions furtives. Ils étaient conçus pour protéger les troupes et le matériel des bombardements aériens et pour renforcer les défenses de l'île. Tout a commencé en 1941, après que Hitler eut ordonné la fortification des îles anglo-normandes, qui faisaient partie de son grandiose système défensif, connu sous le nom de mur de l'Atlantique. Les travaux étaient menés par l'organisation TOLT, un nom qui évoque davantage un groupe de musique électronique qu'un groupe d'ingénieurs. Ils recrutèrent tout le monde, travailleurs forcés, prisonniers de guerre et habitants des territoires occupés, ainsi que des volontaires et des ouvriers qualifiés. Les conditions de travail étaient brutales, surtout pour les travailleurs forcés, qui souffraient de malnutrition et d'épuisement. Ces tunnels, stratégiquement répartis sur l'île, servaient bien plus que de simples cachettes. Intégrés aux fortifications existantes, ils relièrent les bunkers et permettaient aux troupes de se déplacer en toute sécurité sous terre. Les ingénieurs ont creusé des talus en schiste meuble, ce qui a accéléré les travaux mais augmenté le risque d'effondrement.
Une fois creusés, les tunnels ont été revêtus de béton pour éviter les effondrements. L'un des plus remarquables est Holgangsanlage 8, ou HO8, également connu sous le nom d'hôpital souterrain allemand. Initialement prévu pour servir de dépôt de munitions et de logements, il fut transformé fin 1943 en hôpital, doté de 500 lits, du chauffage et de la climatisation, et même d'un bloc opératoire. Une structure impressionnante. Cependant, malgré tous ces préparatifs, il ne servit jamais d'hôpital. Après la libération de Jersey le 9 mai 1945, les tunnels restèrent à l'abandon jusqu'en 1946, date à laquelle le gouvernement jersiais transforma HO8 en musée. En 1961, une décision de justice accorda la propriété du site au propriétaire du terrain situé au-dessus, le maintenant ainsi privé. Aujourd'hui connu sous le nom de Tunnels de guerre de Jersey, le musée propose aux visiteurs des expositions retraçant la période d'occupation nazie, faisant revivre ce chapitre historique intense. Un long voyage d'un bunker de guerre à un paradis pour les amateurs d'histoire. Numéro 2. Projet RISE en Pologne. Avez-vous entendu parler du projet RISE? Cette opération colossale, qui signifie géant en allemand, était une entreprise souterraine ambitieuse, mais mystérieuse, menée par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1945. Caché dans les monts Hibou et serpentant sous le château de Książ, dans l'actuelle Pologne, ce réseau de 7 complexes souterrains demeure une véritable énigme. Le plus curieux n'est pas seulement ce qu'ils construisaient, mais aussi pourquoi. La véritable fonction de ces structures gigantesques intrigue les historiens depuis des décennies. La plupart des documents originaux ayant disparu, les chercheurs ont reconstitué des théories dignes d'un thriller. Certains pensent que le projet était destiné à abriter le dernier quartier général d'Hitler, prêt à affronter une guerre qui se déroulerait à ses portes. D'autres pensent qu'il devait abriter des usines d'armement de haute technologie dissimulées. Mais voici le côté sombre. La main-d'œuvre employée pour cette construction monumentale était composée de travailleurs forcés, prisonniers, de guerre, détenus de camps de concentration et autres personnes recrutées de force. Ces gens ont enduré des conditions indescriptibles, maladies, famine et travail éreintant sur une roche dure et impitoyable. Malheureusement, beaucoup n'en sont pas sortis vivants, payant de leur vie un projet pour lequel ils ne s'étaient jamais portés volontaires. Pendant de nombreuses années après la guerre, ces tunnels fantômes sont restés cachés sous l'épaisse végétation des monts Aul, oubliés par le temps et éclipsés par les horreurs encore plus connues du conflit. Mais au fil des décennies, la curiosité grandit. Poussés par l'émerveillement et la fascination, explorateurs et historiens locaux commencèrent à mettre au jour le réseau de tunnels laissé par le projet RISE. Aujourd'hui, certains de ces complexes souterrains, comme le complexe d'Ossowka, surnommé la ville souterraine, sont ouverts au public. Si vous aimez l'histoire, ces visites sont incontournables. Elles mettent non seulement en valeur l'impressionnante ingénierie mise en œuvre, mais racontent aussi l'histoire des personnes qui y ont travaillé, offrant un rappel poignant du coût humain de ces murs de béton. L'héritage du projet RISE ne se limite pas à la mise au jour du passé, mais vise aussi à perpétuer la mémoire de ceux qui ont disparu. À chaque tunnel exploré, à chaque histoire racontée, nous perçons un peu plus de mystère, tout en rendant hommage à ceux qui ont souffert durant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. S'agit-il d'une histoire gigantesque? Numéro 1. La batterie Todt. En septembre 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, les forces alliées avançaient à travers la France, désireuses de la libérer du joug nazi. Leur cible? L'imposante batterie Todt, un poste d'artillerie côtier allemand près du cap Grinet, dans le nord de la France. Cette forteresse colossale était composée de 4 énormes bunkers, chacun abritant un canon naval de 380 mm, capable de tirer des projectiles à plus de 55 km jusqu'aux côtes britanniques. La mission de neutraliser cette menace incomba à la 3e division d'infanterie canadienne, et plus précisément aux courageux Northern Nova Scotia Highlanders. Ils baptisèrent cette mission Opération Undergo, puis un nom qui évoque davantage une émission de télé-réalité qu'une opération militaire. Le 29 septembre 1944, les hostilités débutèrent. La Royal Air Force fit ce qu'elle sait faire de mieux. Larguer 2000 tonnes de bombes pendant plusieurs jours pour affaiblir les bunkers quasi indestructibles. Malgré la transformation des environs en un paysage lunaire, les épais murs de béton restèrent debout. Alors, que firent les Highlanders déterminés? Ils avancèrent sous le feu ennemi,
soutenus par des chars et des lance-flammes, apportant une chaleur insupportable aux soldats allemands retranchés. Ce devait être une scène mémorable, et certainement pas le genre d'accueil que les Allemands attendaient. Cet après-midi-là, les soldats allemands, consultant probablement leurs montres et réalisant qu'il n'y avait aucune issue, décidèrent de se rendre. La batterie Todd fut ainsi prise par les Alliés, mettant fin à l'une des plus grandes menaces pesant sur la navigation maritime traversant la Manche. Aujourd'hui, l'un des bunkers de la batterie Todd a troqué son casque de guerre contre un chapeau de musée et est devenu une partie intégrante du musée du mur de l'Atlantique. C'est un lieu où les passionnés d'histoire peuvent se promener et se dire « Waouh, c'est donc ici que se trouvaient les canons géants. Et voilà, voici l'incroyable découverte de bunkers secrets nazis et des objets incroyables qu'ils contiennent. » Laquelle de ces découvertes vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.